Mon mari martelait ma porte d'entrée assez fort pour faire trembler les cadres au mur, criant que j'avais ruiné sa vie. 3 jours plus tôt, j'étais assise sur une chaise en plastique devant l'aile pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, tenant mon téléphone à 2 mains pour ne pas le laisser tomber. Ma fille, Emma, avait 2 ans, recroquevillée sous une fine couverture d'hôpital avec une perfusion scotchée à sa petite main. Une infirmière nommée Nathalie venait de me dire les mots qu'aucune mère ne veut jamais entendre. Il faut agir vite, Madame Lefebvre. J'avais 46 ans, officier de logistique de l'armée de terre à la base de Val-d'Aon, et j'avais passé la moitié de ma vie d'adulte à résoudre des problèmes de routes impraticables, de livraisons en retard et de matériel manquant. Mais assise là, dans ce couloir, à regarder un devis hospitalier, je me sentais comme une jeune femme effrayée, sans grade, sans plan, et le souffle coupé. La somme dont j'avais besoin immédiatement était de 5 500 €. Pas 55 000 €, pas un chiffre impossible sorti d'un film, juste assez pour vous faire penser, sûrement que quelqu'un qui nous aime nous aidera. Alors j'ai appelé mon mari, Marc. Il a répondu à la 4e sonnerie, l'air agacé. Rebecca, je suis en plein milieu de quelque chose. Emma a besoin d'une opération, ai-je dit. Ils ont besoin du paiement aujourd'hui. C'est 5 500. Il y eut une pause, mais pas celle dont j'avais besoin. Pas de peur, pas de panique. Pas de « j'arrive tout de suite ». Puis il a dit « nous venons de signer pour la maison à la plage ». J'ai cligné des yeux en fixant le mur beige de l'hôpital. Quoi? Celle de la Grande Motte. Tout notre argent est bloqué pour le moment. Notre fille est dans un lit d'hôpital. Il a baissé la voix comme si je le mettais dans l'embarras en public. Tu vas devoir te débrouiller. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu sa mère en arrière-plan. Lydie avait cette voix perçante de grenouille de bénitier qui aurait pu couper du tissu. Puis elle est intervenue. Arrête d'appeler mon fils, a-t-elle dit. Va demander à l'armée. On a raccroché. Je suis resté assise là, le téléphone pressé contre mon oreille, bien après la fin de l'appel. De l'autre côté du couloir, un distributeur automatique bourdonnait. Quelque part à proximité, un bébé pleurait, et un médecin riait doucement de quelque chose qu'une infirmière avait dit, comme si la vie normale avait l'audace de continuer. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai plié le devis en 2, puis encore en 2, jusqu'à ce que le papier soit assez petit pour tenir dans la paume de ma main. Ce soir-là, vers 19h40, le père de Marc, Henri Lefebvre, est arrivé dans le couloir, vêtu d'un pantalon kaki et d'une vieille casquette de baseball de l'université Vanderbilt. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir. Il n'a pas demandé où était Marc. Il n'a pas défendu Lydie. Il s'est simplement assis à côté de moi, a plongé la main dans la poche de sa veste et m'a glissé une simple enveloppe blanche dans la main. Prends ça, a-t-il dit. Henri, je ne peux pas, si, tu le peux. Ses yeux étaient humides, mais sa voix est restée ferme. Puis il s'est penché près de moi et a chuchoté, n'ouvre la lettre à l'intérieur que lorsque tu seras rentré. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'enveloppe n'était pas seulement une aide. C'était un avertissement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe d'Henri cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Emma s'était enfin endormie après des heures de tests, de prise de sang et de va-et-vient de médecins dans sa chambre. Les moniteurs à côté de son lit émettaient des bips à un rythme lent et régulier qui, d'une manière ou d'une autre, rendait le silence encore plus lourd. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, tenant cette simple enveloppe blanche sur mes genoux. Pour la première fois en 22 ans de mariage, j'ai réalisé que j'avais peur de ce à quoi la vérité pourrait ressembler. Dehors, la silhouette de Paris brillait au-delà du parking. Mon sac de sport de l'armée était posé, non ouvert, dans un coin. J'avais quitté la base de Val-d'Aon si rapidement ce matin-là que je n'avais même pas défait mon uniforme avant de me précipiter avec Emma à l'hôpital Necker. Vers minuit, j'ai finalement rompu le seau. La première chose que j'ai vue était un chèque de banque. 5 500 €. Exactement ce dont l'hôpital avait besoin. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Puis j'ai déplié la lettre manuscrite d'Henri. Son écriture semblait tremblante. Rebecca, s'il te plaît, ne discute pas avec moi à propos de cet argent. Emma en a besoin maintenant. J'aurais aimé parler plus tôt. J'espérais sans cesse que Marc retrouverait la raison. Il ne l'a pas fait. Il te ment depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. C'était tout. Pas de longue explication.
Juste une phrase qui m'a retourné l'estomac. J'ai replié complètement la lettre et l'ai glissée à nouveau à l'intérieur. Le lendemain matin, je suis descendu au service de facturation et j'ai remis le chèque de banque. La femme derrière le comptoir a souri. Tout est en ordre, Madame Cartier. Entendre ces quelques mots m'a presque fait pleurer. L'opération d'Emma pouvait enfin avoir lieu. Quand je suis retourné à l'étage, Henri attendait devant la chambre avec 2 tasses de café du café de l'hôpital. Je me suis dit que le tien serait froid maintenant, a-t-il dit. Il me connaissait trop bien. Nous nous sommes assis ensemble dans le couloir pendant qu'Emma dormait. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui pesait sur ma poitrine toute la nuit. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre? Henri a fixé le fond de sa tasse de café. Parce que j'aurais dû te le dire il y a des années. Je ne l'ai pas interrompu. Quand Marc et toi vous êtes mariés, a-t-il dit doucement, je pensais qu'il deviendrait le genre d'homme que tu méritais. Il a eu un petit rire triste. J'ai continué à attendre. Ça a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Henri a poursuivi, tu étais en déploiement. Tu as manqué des anniversaires de mariage, des matins de Noël, mais chaque fois que tu rentrais à la maison, tu agissais comme si tu étais la chanceuse. J'ai souri faiblement. Je l'étais. Non, a-t-il dit, me regardant droit dans les yeux. C'est toi qui portais tout le monde sur tes épaules. Ces mots ont ravivé des souvenirs que j'avais passé des années à refouler. Je me suis souvenu d'envoyer des chèques de déploiement à la maison depuis le Koweït, d'accepter des missions supplémentaires parce que la solde non imposable aidait à couvrir l'entreprise de couverture de Marc en difficulté. De vivre dans des logements militaires pendant que Marc bâtissait son entreprise, un client à la fois. Quand Emma est née, j'ai refusé une promotion parce qu'une autre affectation nous aurait fait déménager à l'autre bout du pays. Marc m'avait serré dans ses bras cette nuit-là. Je n'oublierai jamais ce que tu abandonnes pour nous. Apparemment, il l'avait déjà fait. À mesure que son entreprise se développait, de petites choses ont commencé à changer. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Il levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais un autre exercice d'entraînement. Lydie ne manquait jamais une occasion de me rappeler ce qu'elle pensait. Un enfant a besoin de sa mère, disait-elle lors du dîner de Thanksgiving. Pas d'une autre médaille. Je souriais généralement et changeais de sujet. Cela semblait plus facile. Maintenant, assise à côté d'Henri dans un couloir d'hôpital, je me demandais combien de petits compromis s'étaient discrètement transformés en une énorme erreur. Henri a fouillé dans sa poche et m'a tendu un reçu plié. J'ai retiré la plupart de mes économies de retraite hier. Je l'ai regardé, stupéfaite. Vous avez utilisé votre retraite? Il a hoché la tête. Pour Emma. Je vous rembourserai. Il a souri doucement. Je sais que tu le ferais. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il a posé une main sur mon épaule. Rebecca. Sa voix a baissé presque jusqu'à un murmure. La maison à la plage. Il a hésité. Ce n'est pas par accident qu'elle est seulement au nom de Marc. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Il y a des choses que tu ne sais pas, je n'ai pas répondu à Henri tout de suite. Le couloir m'a soudain semblé plus froid, même si nous étions fin juillet. Que voulez-vous dire, ai-je finalement demandé. Il a regardé le long du couloir avant de parler, presque comme s'il voulait s'assurer que personne n'écoutait. La maison à la plage n'était pas censée être uniquement à Marc. J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas, tu l'étais? Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Henri a pris une longue gorgée de son café. Il y a environ 6 semaines, Marc m'a demandé de vérifier certains documents de clôture. Tu sais, j'ai toujours mieux géré la paperasse que lui. J'ai hoché la tête. Il les a laissés sur la table de la salle à manger pendant qu'il prenait un appel téléphonique. Le visage d'Henri s'est crispé. Je ne fouinais pas. Je vérifiais les chiffres comme il me l'avait demandé. Il a plongé la main dans la poche de sa veste et a déplié un petit morceau de papier. J'ai copié ça avant de partir. C'était l'adresse de la propriété à la Grande Motte. En dessous, il y avait une note manuscrite. Propriétaire, Marc Lefebvre. Rien d'autre. Pas de propriété conjointe, ai-je demandé. Il a lentement secoué la tête. Même pas ton nom nulle part? J'ai fixé le papier.
Mais nous avons toujours tout acheté ensemble. Je sais. Mes revenus militaires ont aidé à obtenir le prêt. Je sais. Je fais des dépôts sur notre compte d'épargne depuis des années. Je sais. Chaque réponse sonnait comme une autre brique tombant sur ma poitrine. Henri a soupiré. J'ai demandé à Marc pourquoi ton nom n'était pas inclus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit. Henri a hésité. Il a dit, les mariages de militaires ne durent pas toujours. J'ai ri, en fait. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que parfois la vérité est si laide que votre esprit refuse d'y croire. C'est ridicule. Je l'espérais. Il m'a regardé avec un regret sincère. Mais ensuite, Lydie est entrée dans la cuisine. Je savais déjà que ça n'allait pas bien finir. Elle a dit que c'était une planification intelligente. J'ai fermé les yeux. Henri a continué doucement. Elle a dit que s'il se passait quelque chose entre vous deux, au moins la maison à la plage resterait dans la famille. J'ai rouvert les yeux. Donc, je n'étais plus de la famille. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Pendant une seconde pleine d'espoir, j'ai pensé que c'était peut-être Marc qui demandait des nouvelles d'Emma. Au lieu de cela, c'était une notification de Facebook. Lydie avait posté de nouvelles photos. Elle et Marc se tenaient sur une plage de sable blanc, souriant devant une maison à 2 étages avec des volets bleus. La légende disait, les rêves deviennent vraiment réalité. La famille d'abord. J'ai fixé ces 3 mots. La famille d'abord. Emma était à l'étage, connectée à des moniteurs. Marc n'avait même pas demandé quand l'opération était prévue. J'ai discrètement verrouillé mon téléphone et l'ai glissé dans mon sac à main. Henri l'a remarqué. C'était Lydie? J'ai hoché la tête. Il n'a pas demandé à voir les photos. Il savait déjà. Après un long silence, il a repris la parole. Je me suis disputé avec eux deux. Vraiment? Ils m'ont dit que je surréagissais. Il a eu un sourire fatigué. À mon âge, on arrête de s'inquiéter de paraître dramatique. On dit simplement ce qui est juste. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Merci. Il a semblé embarrassé. J'aurais dû en faire plus. Non, j'ai secoué la tête. Vous êtes venu. Cet après-midi-là, la cardiologue pédiatrique est passée dans la chambre d'Emma. Son opération était prévue pour 7 heures le lendemain matin. Il y avait des risques. Pas de garantie, juste de l'espoir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Toutes les quelques minutes, je vérifiais la respiration d'Emma. Vers 4 heures du matin, je me suis retrouvé à fixer le plafond, pensant à la maison à la plage. Une partie de moi voulait appeler Marc et exiger une explication. Une autre partie de moi savait que cela ne changerait rien avant l'opération d'Emma. Ma fille avait besoin de moi tout entière. La vérité sur mon mariage pouvait attendre un jour de plus. Du moins, c'est ce que je pensais. À 6h15 le lendemain matin, juste au moment où les infirmières commençaient à préparer Emma pour l'opération, mon téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, ce n'était pas Marc. C'était ma banque. Alerte à la fraude. Activité inhabituelle détectée sur le compte. Mon cœur s'est serré. Quelque chose d'autre n'allait pas du tout. À 7 heures ce matin-là, Emma était allongée sur un lit d'hôpital étroit, portant une petite blouse bleue avec des éléphants de dessin animé imprimés dessus. Elle avait l'air si petite que la couverture semblait surdimensionnée. Une infirmière aux cheveux argentés a souri en ajustant le lapin en peluche d'Emma à côté d'elle. « Nous prendrons bien soin de votre petite fille. » Je voulais la croire. Quand ils ont poussé le lit d'Emma vers la salle d'opération, elle a tendu une main ensommeillée vers moi. « Maman. Je suis là, ma chérie. » Je lui ai embrassé le front. « Je t'attendrai à ton réveil. » Ce furent les mots les plus difficiles que j'ai jamais prononcés parce que je ne pouvais pas promettre qu'ils étaient vrais. Les portes se sont fermées, et soudain, il ne restait plus rien à faire qu'attendre. Henri est resté avec moi. Il n'a pas essayé de combler le silence avec des conseils ou des assurances vides de sens. Au lieu de cela, il est allé à la cafétéria et est revenu avec 2 sandwichs pour le petit déjeuner que ni l'un ni l'autre n'avons touché. Vers 9 heures, ma sœur cadette, Claire,
est arrivée de Chartres après avoir pris sa matinée de congé de son poste d'enseignante en 2e année. Elle m'a serré dans le genre d'étreinte que seule une sœur peut donner. Tu as l'air épuisé. Je me sens encore plus mal. Elle s'est assise à côté de moi pendant près de 2 heures. Nous avons parlé de tout sauf de l'opération. Des films Disney préférés d'Emma. Des tomates qui poussaient dans le vieux jardin de papa. Du chat errant qui n'arrêtait pas d'apparaître sur mon porche. De tout ce qui me rappelait que la vie normale existait encore. Juste après 11 heures, mon téléphone a vibré. Pendant une seconde impossible, j'ai espéré que c'était Marc. Ce n'était pas le cas. C'était une autre notification de Facebook. Normalement, j'ignorais les réseaux sociaux. Cette fois, la curiosité l'a emporté. Lydie avait mis en ligne 6 nouvelles photos. Marc se tenait pieds nus sur la terrasse de la maison à la plage, tenant une coupe de champagne. Lydie souriait à côté de lui. Une légende disait, « Enfin, nous célébrons tout notre dur labeur. » Une autre disait, « Comblé au-delà des mots. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que Claire me prenne doucement le téléphone des mains. « Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. » Elle l'a retourné, face contre table. « Tu as déjà assez à porter. » Elle avait raison. Pourtant, les images sont restées dans ma tête. Des coupes de champagne, des vues sur l'océan, ma fille allongée sur une table d'opération. Je n'arrivais pas à faire coïncider ces deux mondes. À 12h30, le chirurgien est enfin entré dans la salle d'attente. Tous les parents dans la pièce se sont levés d'un coup. Il a souri en me voyant. Madame Cartier. Mes genoux ont failli se dérober. L'opération s'est bien passée. Je n'ai pas entendu un autre mot pendant plusieurs secondes. Claire s'est mise à pleurer avant moi. Henri a discrètement enlevé ses lunettes et essuyé ses yeux. Le chirurgien a expliqué qu'Emma passerait les 2 prochains jours dans l'unité de soins intensifs pédiatriques. La convalescence prendrait du temps. Il y aurait des rendez-vous de suivi, des médicaments, beaucoup de patience, mais il était optimiste. Ce seul mot, optimiste. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait ouvert une fenêtre après des jours d'obscurité. Plus tard dans l'après-midi, je me suis enfin assise à côté du lit d'Emma en soins intensifs. Elle dormait encore, entourée de tubes et de moniteurs, mais sa respiration semblait paisible. Henri est entré avec un sac en papier. Je me suis dit que le café de l'hôpital ne suffirait pas, à l'intérieur se trouvaient mes crackers au beurre de cacahuète préférés et une tasse de café frais d'un petit café à quelques rues de là. Il s'en était souvenu. Marc n'avait pas pensé à mon anniversaire l'année précédente, mais son père se souvenait des encas que j'aimais les jours de stress. La vie a une drôle de façon de vous montrer qui vous voit vraiment. Juste avant le coucher du soleil, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas les réseaux sociaux. Ce n'était pas Marc. C'était un SMS de ma banque me demandant de confirmer plusieurs virements en ligne que je n'avais jamais autorisés. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert mon application bancaire. 3 retraits. Un compte d'épargne, près de 18 000 €. Disparu. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que les chiffres cessent de paraître réels. Solde d'épargne, 842,17 €. 2 jours plus tôt, il y avait plus de 18 000 € sur ce compte. Un instant, je me suis demandé si l'hôpital avait fait une erreur. Peut-être que l'assurance avait traité quelque chose 2 fois. Peut-être que l'application avait un bug. J'ai rafraîchi l'écran. Rien n'a changé. 3 virements en ligne. 3 montants différents, tous effectués au cours des 48 heures précédentes. L'unité de soins intensifs m'a soudain semblé trop calme. Emma dormait toujours paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous la couverture. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis sorti dans le couloir avant d'appeler la banque. Après avoir répondu à 3 questions de sécurité, la représentante a demandé, « Madame Cartier, avez-vous autorisé ces virements ?» Non. Elle est devenue très sérieuse. Je place un gel immédiat sur le compte. Pouvez-vous me dire où est allé l'argent? Je suis désolé, mais je ne peux que vous dire qu'il a été transféré sur un autre compte sous une autorisation conjointe. Autorisation conjointe? Ces 2 mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Marc et moi partagions ce compte depuis des années. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis appuyé contre le mur. Henri m'a trouvé quelques minutes plus tard.
On dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai tendu mon téléphone. Il a ajusté ses lunettes et a lentement lu les transactions. Ses épaules se sont affaissées. J'avais peur de ça. Vous saviez? Non. Il a rapidement secoué la tête. Je savais juste que Marc avait commencé à cacher des choses. Je voulais être en colère. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. 22 ans de mariage m'ont soudain semblé être une pile de papier que quelqu'un avait discrètement déchiqueté pendant que je ne regardais pas. Ce soir-là, après qu'Emma a été transférée des soins intensifs à une chambre pédiatrique normale, Claire m'a convaincu de rentrer à la maison pour une douche et des vêtements propres. Tu penseras plus clairement après quelques heures de sommeil. Elle avait raison. Entrer dans ma propre maison était étrange. Tout avait l'air exactement pareil. Les crayons de couleur d'Emma étaient encore sur la table de la cuisine. Ses petites bottes de pluie rose étaient à côté de la porte arrière. La vie s'était arrêtée au milieu d'un mardi ordinaire. Alors que je montais mon sac de voyage à l'étage, j'ai remarqué que la porte du bureau de Marc était légèrement ouverte. Normalement, je ne serais pas entré, mais plus rien dans ma vie ne semblait normal. La pièce sentait légèrement le cèdre et l'encre d'imprimante. Son bureau était inhabituellement bien rangé. Un tiroir, cependant, ne se fermait pas complètement. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs dossiers étiquetés avec les noms de fournisseurs de toiture. En dessous se trouvait une épaisse enveloppe Kraft. Pas d'étiquette, juste un élastique qui maintenait le tout ensemble. J'ai failli la remettre en place. Failli. Au lieu de cela, je l'ai ouverte. Le premier document était l'acte de vente de la maison à la plage. Le second était les papiers de l'hypothèque. Puis j'ai vu mon propre nom, ou plutôt, quelque chose qui prétendait être mon nom. La signature ressemblait assez pour que la plupart des gens ne le remarquent pas, mais j'ai immédiatement remarqué. Ce n'était pas la mienne. Le R était courbé dans le mauvais sens. Le nom de famille penchait trop vers la droite. La personne qui avait signé avait copié mon écriture, pas écrit. Je me suis assise sur la chaise de bureau de Marc parce que mes jambes sont soudainement devenues faibles. Il y avait d'autres documents en dessous, des demandes de prêt, des relevés de revenus, des fiches de paie militaires, des copies de mes bulletins de solde. Il avait utilisé mes revenus de l'armée pour renforcer la demande d'hypothèque sans jamais me le dire. J'ai soigneusement photographié chaque page avec mon téléphone avant de tout remettre exactement où je l'avais trouvé. Au moment où j'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi, une chose était devenue douloureusement claire. Ce n'était pas seulement un mariage qui s'effondrait. Quelqu'un avait commis une fraude. Le lendemain matin, avant de retourner à l'hôpital, j'ai passé un coup de fil. Je m'appelle Rebecca Cartier, ai-je dit à la réceptionniste. J'ai besoin de prendre rendez-vous avec le meilleur avocat en droit de la famille que vous ayez. Elle a posé une simple question. Est-ce une urgence? J'ai regardé vers l'hôpital Necker enfant malade de l'autre côté du parking. Oui, ai-je répondu doucement. C'en est une. Le cabinet de l'avocate se trouvait dans un immeuble en briques rouges juste à côté de l'avenue de la Grande Armée, à quelques minutes seulement de l'hôpital. À ce moment-là, Emma dormait confortablement après sa kinésithérapie, et Claire avait insisté pour rester avec elle l'après-midi. Tu dois faire ça, m'a-t-elle dit. Emma a besoin d'une mère qui ne porte pas le monde entier sur ses épaules. Elle avait raison. La réceptionniste m'a conduite dans une salle de conférence calme où j'ai rencontré Suzanne Garnier, une avocate en droit de la famille qui semblait avoir la soixantaine. Elle avait des yeux bienveillants, des cheveux argentés et l'assurance calme de quelqu'un qui avait passé des décennies à voir des familles se déchirer. Elle ne m'a pas pressé. Elle a simplement demandé, « Rebecca, racontez-moi ce qui s'est passé. » Alors, je l'ai fait. L'hôpital, l'appel téléphonique, la maison à la plage, Lydie, Henri, l'argent manquant. Finalement, je lui ai tendu mon téléphone avec les photos que j'avais prises dans le bureau de Marc. Suzanne a étudié chaque document attentivement. Elle a zoomé sur la signature. Puis, elle m'a regardé. Avez-vous signé ceci? Non. Avez-vous déjà donné à votre mari la permission de signer en votre nom? Jamais. Elle s'est adossée à sa chaise. Ce n'est pas seulement une question de divorce. C'est ce que je craignais. Non, a-t-elle répondu doucement. Vous devriez être soulagé. J'ai eu l'air confuse. Elle a joint les mains.
Parce qu'il est plus difficile de contester des faits que des émotions. Cette phrase est restée avec moi. Pendant des jours, je m'étais posé des questions impossibles. Est-ce que je surréagissais? L'armée avait-elle pris trop de mon temps? Avais-je d'une manière ou d'une autre éloigné Marc? Suzanne a interrompu ses pensées sans même savoir qu'elles étaient là. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez été une épouse parfaite. Elle a tapoté les papiers de l'hypothèque. Il s'agit de savoir si quelqu'un a enfreint la loi. Pour la première fois depuis qu'Emma avait été admise, j'ai senti mes épaules se détendre. Il y avait une différence entre le chagrin et l'épreuve. Suzanne m'a donné un bloc-notes jaune. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous notiez tout ce dont vous vous souvenez. Tout, les dates, les conversations, les comptes bancaires, les déploiements, les achats, même les petites choses. J'ai souri faiblement. J'ai passé 25 ans à tenir des registres militaires. Bien, a-t-elle dit. Traitez cela de la même manière. Ce soir-là, après être retourné à l'hôpital, j'ai commencé à établir une chronologie. La base de Valdaon, notre mariage, Marc ouvrant son entreprise de couverture, chaque déploiement, chaque dépôt important, chaque remboursement d'impôts, chaque fois que je transférais de l'argent sur le compte d'épargne. Les pages se sont remplies plus vite que je ne l'aurais cru. Des schémas ont commencé à apparaître. L'argent disparaissait après presque chaque déploiement. De gros achats suivaient en quelques semaines. Un nouveau camion, un bateau de pêche, maintenant la maison à la plage. J'avais été si occupé à lui faire confiance que je n'avais jamais fait le lien. Henri est passé juste avant la fin des heures de visite. Il a remarqué le carnet. Des devoirs? On pourrait appeler ça comme ça. Il a souri. J'ai toujours aimé les gens organisés. Puis son expression est devenue sérieuse. Je te dois des excuses. Vous vous êtes assez excusé. Non. Il a secoué la tête. J'ai passé trop d'années à me convaincre que garder le silence maintenait l'unité de la famille. Il a regardé vers la chambre d'Emma. Ce n'est pas le cas. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs instants. Finalement, j'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Vous êtes venu quand c'était important. Ses yeux se sont remplis de larmes. Toi aussi. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Marc. Son premier appel en 4 jours. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. 1 minute plus tard, un autre appel. Puis un autre. Finalement, un SMS est apparu. Rebecca, il faut qu'on parle. Papa ne répond pas à son téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai verrouillé l'écran sans répondre. Pour la première fois depuis le début de tout cela, je ne pensais pas à la vengeance. Je pensais à la vérité, et je n'en avais plus peur. Emma est rentrée à la maison 5 jours plus tard. Franchir notre porte d'entrée avec elle, c'était comme ramener la lumière du soleil dans la maison. Elle était encore faible, et sa petite poitrine était couverte par une incision soigneusement bandée, mais elle souriait à nouveau. C'était suffisant pour moi. Le cardiologue m'avait donné une liste qui couvrait 2 pages entières, médicaments, contrôle de température, pas de jeux brusques, de courtes promenades dans le jardin, un rendez-vous de suivi dans 2 semaines. Mon congé militaire avait été prolongé, et pour la première fois depuis des années, le travail n'était pas le centre de mon monde. C'était Emma. Chaque soir, nous nous asseyions ensemble sur la terrasse arrière. Elle montrait du doigt les écureuils qui couraient sur la clôture pendant que je lisais des livres pour enfants qu'elle avait mémorisés depuis longtemps. Pendant quelques jours précieux, la vie a presque semblé paisible. Puis, tout a explosé. Cela a commencé avec Henri un mardi après-midi. Il m'a appelé. Rebecca, je pense que Marc sait. Mon estomac s'est noué. C'est quoi? Que je t'ai donné l'argent. J'ai fermé les yeux. Comment? Il a vérifié mon compte en banque. J'ai froncé les sourcils. Vous partagez un compte? Ta belle-mère a insisté pour que nous en gardions toujours un en commun. Sa voix semblait fatiguée. Quand elle a vu le retrait, elle a exigé de savoir où il était allé. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qui s'était passé ensuite. Henri a continué. Marc est passé hier soir. Qu'est-ce qu'il a dit? Henri a laissé échapper un lent soupir. Il ne posait pas de questions. Il hurlait. Selon Henri,
Marc est entré en trombe dans la maison sans frapper. Tu lui as donné mon argent. Henri l'a corrigé immédiatement. Non, Marc. Mon argent. Marc n'a pas aimé cette réponse. Il a accusé Henri de trahir son propre fils. Lydie s'est jointe à la conversation presque instantanément. Je te l'avais dit, a-t-elle lancé à son mari. Tu as toujours pris le parti de Rebecca. Henri a ri doucement en me racontant l'histoire. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Qu'a-t-elle fait? Elle a fait une valise. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Elle a dit qu'elle restait chez sa sœur jusqu'à ce que je retrouve la raison. Et l'avez-vous retrouvée? Non. Pour la première fois depuis que je connaissais Henri, j'ai entendu un peu d'humour dans sa voix. Je l'ai aidé à porter la valise. J'ai ri, en fait. Cela semblait étrange après tout ce que nous avions traversé, mais c'était aussi agréable. Puis la voix d'Henri est redevenue sérieuse. Rebecca, avant que Lydie ne parte, elle a dit quelque chose. Quoi? Elle a dit que Marc ne pouvait pas laisser passer ça. Une sensation de froid m'a envahi. Pourquoi? Il n'arrêtait pas de demander ce que je t'avais donné en plus du chèque. Je me suis figé. En plus du chèque. Henri n'avait jamais parlé à Marc de la lettre ou de la conversation que nous avions eue à propos de la maison à la plage ou des papiers. Il pense qu'il y a autre chose, ai-je dit doucement. Il y a autre chose. Henri a baissé la voix. J'ai nettoyé le garage. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? J'ai trouvé une autre boîte. Cela a attiré mon attention. Quel genre de boîte? Celle que Marc m'avait demandé de stocker il y a quelques années. Mon pouce est accéléré. Je l'ai ouverte. Et il y a des dossiers à l'intérieur. Quel genre de dossier? Je n'ai pas tout regardé. Il a fait une pause. Mais j'ai reconnu ton nom sur plusieurs dossiers. Le lendemain matin, je suis allé chez Henri après avoir déposé Emma chez Claire. La boîte était sur sa table de salle à manger. À l'intérieur se trouvaient des dossiers soigneusement organisés, déclarations de revenus, registres commerciaux, relevés d'hypothèque. Puis j'en ai trouvé un étiqueté simplement « Retraite ». Je l'ai ouvert. La première page a fait trembler mes mains. C'était un courriel de Marc à son conseiller financier. Une fois que Rebecca aura terminé ses 20 ans dans l'armée, nous aurons accès à ses prestations de retraite. Après cela, le divorce devrait être simple. Le courriel avait été envoyé près de 3 ans plus tôt. 3 ans. Il n'avait pas seulement planifié une maison à la plage. Il avait planifié une sortie. Je suis resté assise là à regarder la page pendant qu'Henri versait tranquillement 2 tasses de café. Aucun de nous n'a parlé. Il n'y avait plus rien à dire. L'audience était prévue un jeudi matin au tribunal de Versailles. Je suis arrivé 40 minutes en avance. Cette habitude venait de l'armée. Si l'on n'était pas en avance, on était déjà en retard. Suzanne Garnier m'a rejointe dans le couloir, portant 2 classeurs épais et un gobelet en carton de café noir. « Vous avez dormi un peu ?» a-t-elle demandé. « Quelques heures. » Elle a souri. « C'est probablement plus que ce que votre mari a réussi à faire. » Je n'en étais pas si sûr. Marc avait toujours été doué pour paraître confiant, même quand il ne l'était pas. Suzanne et moi sommes entrés ensemble dans la salle d'audience. Ce n'était pas aussi dramatique que la télévision le laisse paraître. Pas de galerie bondée, pas de journalistes, juste des bancs en bois poli, des conversations feutrées et des gens qui attendaient que leur propre matinée difficile commence. Marc était déjà là. Il portait le costume bleu marine que je lui avais acheté pour notre 20e anniversaire. Le voir dedans a fait naître une douleur en moi pendant une seconde. Puis je me suis souvenu du courriel. La maison à la plage, l'hôpital, Emma. La douleur a disparu. Lydie était assise à côté de lui, vêtue d'une robe de messe de couleur crème, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Au moment où elle m'a vu, elle a détourné le regard. Marc ne l'a pas fait. Il s'est approché de moi avec un sourire qui semblait complètement déplacé. Rebecca. Je n'ai pas répondu. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Suzanne s'est interposée entre nous. Elle a un conseil. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire par l'intermédiaire de votre avocat. Le sourire de Marc a disparu.
son avocat l'a rappelé juste au moment où les portes de la salle d'audience s'ouvraient. Levez-vous. L'audience a commencé. Suzanne a d'abord présenté les relevés bancaires, chaque virement, chaque retrait, chaque dépôt de ma solde militaire. Chaque document était daté, organisé et facile à suivre. Le juge a tranquillement parcouru les pages. Puis sont venus les papiers de l'hypothèque. Suzanne a remis des copies agrandies de la page de signature. « Votre honneur » a-t-elle dit calmement, « Madame Cartier n'a pas signé ces documents. » L'avocat de Marc a immédiatement objecté. « C'est de la spéculation. » Suzanne a poliment hoché la tête. « Ce le serait, si nous n'avions pas ceci. » Elle a soumis un autre dossier. À l'intérieur se trouvait le rapport d'un expert en documents judiciaires certifiés. L'expert a conclu que la signature sur les documents d'hypothèque n'avait pas été écrite par moi. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Marc s'est agité sur sa chaise. Pour la première fois de la matinée, il avait l'air mal à l'aise. Puis Suzanne a appelé notre prochain témoin. Henri Lefebvre. Je me suis tourné vers le fond de la salle d'audience. Henri s'est levé lentement et s'est dirigé vers la barre des témoins. Marc avait l'air vraiment stupéfait. « Papa ?» Henri ne l'a pas regardé. Il a levé la main droite, a prêté serment et s'est assis. Suzanne a posé des questions douces et directes. « Monsieur Lefebvre, votre fils vous a-t-il demandé d'examiner des documents relatifs à l'achat de la propriété de la Grande Motte ? » Oui. Qu'avez-vous observé ? J'ai remarqué que le nom de Rebecca n'était pas mentionné comme propriétaire. En avez-vous discuté avec votre fils ? Oui. Et quelle a été sa réponse ? Henri a pris une profonde inspiration. Il m'a dit, les mariages de militaires ne durent pas toujours. Lydie a soudainement chuchoté quelque chose à Marc. Le juge a levé les yeux. Maître, rappelez à vos clients de ne pas interrompre. Suzanne a continué. Monsieur Lefebvre, avez-vous plus tard fourni à Rebecca la somme de 5 500 €? Oui. Pourquoi? Sa voix s'est brisée pour la première fois. Parce que ma petite fille avait besoin d'une opération, et mon fils a refusé de l'aider. Personne n'a parlé. Pas même Marc. J'ai baissé les yeux sur mes mains parce que je savais que si je regardais Henri, je me mettrais à pleurer. L'audience a duré 1 heure de plus. Quand elle s'est terminée, le juge n'a pas annoncé de décision finale. Au lieu de cela, il a regardé directement les 2 avocats. Je veux un état complet de tous les biens matrimoniaux, des relevés bancaires et des transferts financiers. Puis il a regardé Marc. Et je suggère fortement que tous les documents financiers pertinents soient préservés. À l'extérieur de la salle d'audience, Marc a finalement retrouvé sa voix. Il a fixé son père. Tu l'as choisi plutôt que ta propre famille. Henri a répondu sans élever la voix. Non, Marc. J'ai choisi ce qui était juste. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que la justice pourrait réellement être possible. 3 jours après l'audience, j'ai aidé Emma à colorier une image de papillon sur notre table de cuisine quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler. Le son a résonné dans toute la maison si fort qu'Emma a sursauté et a laissé tomber son crayon. J'ai regardé par la fenêtre de devant. Marc. Sa cravate pendait, ses cheveux semblaient décoiffés, et il faisait les 100 pas sur mon porche comme un homme à court d'endroit où se cacher. Il a de nouveau frappé la porte. Rebecca, ouvre la porte. Emma m'a regardé avec de grands yeux. Maman, papa est en colère. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. Tout va bien, ma chérie. Puis j'ai discrètement pris mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement avant de le glisser dans ma poche. Je ne prenais plus de risques. Un autre coup violent a secoué la porte. Je sais que tu es là. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir sur le porche, la refermant derrière moi. Que veux-tu, Marc? Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres pendaient sous ses yeux. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié de lui. Puis il a commencé à parler. Mes comptes sont gelés. Je n'ai rien dit. La banque ne me laisse pas toucher un centime. Toujours rien. La ligne de crédit de l'entreprise de couverture est suspendue. Il a pointé un doigt accusateur vers moi. C'est à cause de toi. Non, ai-je répondu calmement.
C'est à cause des choix que tu as faits. Son visage est devenu rouge. Toi et mon père, vous m'avez piégé. Je ne t'ai pas forcé à signer mon nom. Il s'est figé. Pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Il a baissé la voix. Rebecca, si ces enquêteurs finissent de tout éplucher. Il s'est arrêté. J'ai attendu. Finalement, il a lâché la question qu'il était venu poser. Qui avait-il dans cette enveloppe que papa t'a donnée? La voilà. Pas, comment va Emma? Pas, notre fille se remet-elle? L'enveloppe. C'était ce qu'il avait amené sur mon porche. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne comprends toujours pas, sa mâchoire s'est crispée. J'ai besoin de cette enveloppe. Non. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai presque souri. J'en sais assez. Il s'est approché. Donne-la-moi. J'ai reculé d'un pas. Pars. Au lieu de cela, il a tendu la main vers mon bras. Avant qu'il ne puisse me toucher, une autre voix a retenti dans la cour. Enlève ta main de sur elle. C'était Henri. Il venait de se garer dans l'allée avec un sac de course sur le siège passager. Marc s'est retourné brusquement. Papa, dis-lui. Henri s'est approché de nous sans élever la voix. Je l'ai déjà fait. Tu as tout ruiné. Henri a regardé son fils pendant un long moment. Non, tu as fait ça tout seul. Les épaules de Marc se sont affaissées. Pour la première fois, il avait l'air moins en colère que désespéré. Ils disent que je pourrais perdre l'entreprise. Henri a hoché la tête. C'est possible. La maison à la plage. Tu pourrais la perdre aussi. Marc a enfoui ses deux mains dans ses cheveux. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Non, en effet. Tu t'attendais à ce que je reste silencieuse. Il m'a fixé. Après un long silence, il a murmuré, je n'ai jamais pensé que tu te défendrais. J'ai senti quelque chose en moi s'apaiser enfin. Je ne me défendais pas. Je protégeais notre fille. Juste à ce moment-là, un gendarme du comté est sorti d'un autre véhicule garé sur le trottoir. Apparemment, un des voisins avait appelé après avoir entendu les cris. Le gendarme a parlé calmement. Monsieur, on vous a demandé de partir. Marc m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait pas d'excuse. Aucune inquiétude pour Emma. Seulement du regret pour lui-même. Sans un autre mot, il est allé à son camion et est parti. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Quand je me suis retourné vers la maison, Emma était à la fenêtre de devant, en train de faire un signe de la main. Non pas parce qu'elle comprenait ce qui s'était passé, mais parce qu'elle croyait que tous ceux qui partaient finissaient par revenir. Je me suis promis silencieusement que les seules personnes que j'accueillerais à nouveau par cette porte d'entrée seraient celles qui méritaient vraiment d'y être. Le divorce a été finalisé un peu plus de 6 mois plus tard. C'est arrivé un mardi matin frais de novembre, avec des feuilles oranges couvrant la pelouse du palais de justice de Versailles. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas d'applaudissements, pas de célébration, juste un juge signant l'ordonnance finale, remerciant les deux avocats et nous souhaitant bonne chance. Parfois, les plus grands moments de la vie arrivent presque silencieusement. À ce moment-là, l'enquête financière avait révélé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Marc avait utilisé mes revenus militaires pour obtenir des prêts à mon insu. Il avait transféré de l'argent de nos comptes joints pendant que j'étais en déploiement. Il avait signé des documents en utilisant mon nom. Le tribunal l'a condamné à rembourser ce qu'il devait, et plusieurs actifs, dont la maison à la plage, ont été vendus pour satisfaire le jugement financier. Ironiquement, la maison qu'il avait choisie au détriment de l'opération de sa fille est devenue l'une des premières choses qu'il a perdues. Henri a officiellement demandé le divorce d'avec Lydie 2 mois après notre audience. Un après-midi, il est passé avec une soupe de poulet et nouilles maison pour Emma et a souri de cette manière douce qu'il avait toujours. J'aurais dû me manifester plus tôt, a-t-il admis. Je nous ai versé du café à tous les deux. Vous vous êtes manifesté quand c'était important. Il a hoché la tête lentement. J'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Maintenir la paix et faire ce qui est juste ne sont pas toujours la même chose. J'ai longuement réfléchi à ces mots après son départ. Emma continuait de se renforcer de semaine en semaine.
À Noël, elle courait dans le salon en portant des chaussons de reine duveteux, riant parce que notre vieille labrador, Molly, n'arrêtait pas de voler du papier cadeau. On n'apprécie jamais les moments ordinaires jusqu'à ce qu'on ait failli les perdre. Quelques semaines plus tard, je suis retourné à la base de Val-d'Aon. Remettre les pieds sur la base était différent cette fois-ci. Non pas parce que mon travail avait changé, mais parce que j'avais changé. Pendant des années, j'ai cru qu'être forte signifiait tout porter seul, accepter chaque mission supplémentaire, faire chaque sacrifice, trouver des excuses pour les gens qui cessaient de se manifester quand j'avais le plus besoin d'eux. Je ne crois plus cela. La vraie force ne consiste pas à endurer une déception sans fin. Elle consiste à reconnaître quand l'amour est devenu unilatéral et à avoir le courage de choisir quelque chose de plus sain. En y repensant, je ne pense pas que la vengeance ait jamais été mon objectif. Je n'ai jamais voulu humilier Marc. Je n'ai jamais voulu que Lydie soit seule. Je ne me suis pas réveillé en espérant que quelqu'un perde une maison ou une entreprise. J'ai simplement refusé de laisser la malhonnêteté devenir le fondement de l'avenir de ma fille. La justice n'est pas arrivée avec des cris. Elle est arrivée par des documents, la vérité, des gens patients et le courage silencieux de ceux qui sont prêts à faire ce qui est juste. Emma a 5 ans maintenant. Sa cicatrice s'est estompée pour devenir une fine ligne argentée sur sa poitrine. Parfois, elle demande comment elle l'a eu. Je lui dis que cela nous rappelle à quel point elle a été courageuse. Un jour, quand elle sera plus grande, je lui parlerai d'un autre type de cicatrice, celle, invisible, que les adultes portent, et comment elles peuvent guérir, elles aussi. S'il y a une chose que ce parcours m'a apprise, c'est que les gens qui vous aiment vraiment ne disparaissent pas lorsque la vie devient compliquée. Ils se rapprochent, même lorsque c'est difficile. Merci d'avoir passé votre temps avec moi et d'avoir écouté mon histoire. Si une partie de celle-ci vous a rappelé votre propre parcours, j'aimerais vraiment lire vos pensées dans les commentaires. D'ici la prochaine fois, j'espère que vous prendrez bien soin de vous et des personnes qui ont mérité une place dans votre vie.